Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 4e lundi de la transition. Je suis Clara Dolitaconi, directrice développement des X-Campus. Est-ce qu'on présente encore X-Campus, peut-être? Un campus universitaire et technologie où on croise l'enseignement supérieur, la recherche, les entreprises et désormais des nouvelles start-up. Et les lundis de la transition, ces conférences ouvertes et gratuites pour tous, c'est une brique importante de notre projet de développement où on souhaite mettre un regard scientifique et éclairé sur notre société autour d'un enjeu de transition. Et ce soir, nous avons le plaisir, sur une conférence, de discuter ensemble de 2 sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur ici, le numérique et l'écologie. Car si le numérique irrigue nos vies et nos usages, il n'en demeure pas moins un enjeu pour nos industries d'une part et pour le climat d'autre part. Et c'est bien cette tension entre des objectifs écologiques et des moyens numériques qui sont au cœur de cet échange ce soir pour réfléchir ensemble à un nouveau choix de société résiliente. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir Pierrick Drapeau, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Pierrick, vous êtes senior manager dans les équipes Sustainability de Deloitte France, spécialiste de l'économie circulaire. Vous travaillez notamment sur le sujet de la durabilité des technologies digitales et vous avez piloté une étude nationale en 2022 sur l'impact environnemental du numérique avec une prospective 2030-2050. Vous êtes également intervenant à Mines ParisTech et l'Université Paris-Dauphine sur les enjeux d'innovation et sur les sujets relatifs aux matières premières. Donc Pierrick, je suis ravie de vous laisser la parole. J'espère que nous trouverons ensemble au sein d'X-Campus de prochaines occasions de mettre en œuvre le numérique au service des entreprises et des étudiants. Je vous en prie. Est-ce que vous m'entendez? Super. Bonsoir à tous. Merci beaucoup déjà d'avoir bravé le froid pour venir. C'était pas facile pour moi non plus, donc j'imagine que c'était aussi compliqué de votre côté. Avant de démarrer, peut-être 1 ou 2 points de cadrage sur ce que je souhaiterais faire avec vous ce soir. Super, merci. On va donc parler de numérique et d'écologie. Alors, quand on parle de numérique, et vous le verrez assez souvent, il y a des passerelles qui se font très rapidement, très facilement avec la technologie. Donc, à certains moments, on élargira un petit peu le champ de ce dont on parle. Et quand on parle de numérique, véritablement, ce dont on parle, c'est à la fois de terminaux, de réseaux, de data centers. On parle également forcément de données. Le deuxième point de cadrage qui est important, c'est que ce que je souhaite faire pendant cette présentation, c'est vraiment vous donner les grands éléments de réflexion, les grands enjeux, et puis après on aura un temps d'échange où là on pourra voir comment peut-être adapter plus spécifiquement à vos entreprises, à vos projets, peut-être à votre vie personnelle, les choses dont on va parler ici. Alors peut-être pour commencer, je voulais vous parler de cette étude qui a été publiée très récemment par l'IFOP dans la revue Polytechnic Insights, et qui témoignait, je trouve, de résultats qui sont assez intéressants quand on parle justement de la tech, quand on parle du numérique. Le premier résultat, vous le voyez à gauche, les sondés étaient interrogés sur leur perception, leur impression de ce qu'apporte la science à l'homme, et à cette question, ils étaient 40% à estimer que ça apportait plus de bien que de mal, 45% à peu près autant de bien que de mal, et 15% plus de mal que de bien. Et quand on regardait plus dans le détail des réponses, et notamment sur certains enjeux comme la 5G, qui est un enjeu qui devient de plus en plus important, on voyait qu'il y avait une très faible majorité des répondants qui estimaient que, oui, ça avait d'abord et avant tout des impacts bénéfiques, mais une partie importante quand même de ces mêmes sondés qui estimaient que ça avait aussi une nocivité. De l'autre côté, et on se rapproche encore plus de notre sujet, de laquelle de ces affirmations se rapproche le plus votre opinion. Donc à la question de savoir si c'est le progrès technique qui va permettre à l'humanité de surmonter le réchauffement climatique ou au contraire d'autres approches, les sondés à 65% répondaient que l'humanité surmontera le réchauffement climatique seulement à condition de ralentir son rythme d'innovation, de s'orienter vers la sobriété et les technologies douces ou low-tech. Alors maintenant, ce vocabulaire de ralentir, de s'orienter vers la sobriété, c'est des choses dont on est un petit peu plus familier, mais finalement, quand on y pense un petit peu, il n'y a pas si longtemps, c'était des choses qui étaient complètement iconoclastes. On ne parlait jamais de ces enjeux-là. Et donc, c'est ce que je souhaiterais faire un petit peu avec vous, c'est comprendre comment ces questions de transition numérique et écologique peuvent s'emboîter, si on peut vraiment voir une compatibilité, peut-être une symbiose entre les deux. Et donc, pour le faire, ce qu'on va voir, c'est déjà rappeler quand même un certain nombre d'éléments, un état des lieux à la fois écologique et numérique, voir quels sont les impacts du numérique sur l'écologie, ce qu'on appelle parfois le Green IT, voir inversement comment le numérique peut aider
au développement de l'écologie. Et puis enfin, on va essayer de dépasser un petit peu ces approches qui sont importantes, encore une fois, pour cadrer les choses. Mais c'est vrai que la plupart des analyses s'arrêtent souvent ici. Et moi, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est aller au-delà pour comprendre comment, effectivement, on peut construire des futurs communs entre écologie et numérique. Et vous verrez qu'en fait, ça pose des questions fondamentales qui sont extrêmement importantes. Et il y a peut-être une opposition aujourd'hui. Alors, je vous le disais, hop, je vais dans le bon sens. On va commencer par parler des grands enjeux et de replacer cette question du contexte écologique et numérique. Alors, vous le voyez ici, je vous ai donné quelques informations. On n'a pas le temps, bien évidemment, de faire toute une intervention complète sur le sujet de l'écologie. Ça nous prendrait beaucoup de temps, mais quelques éléments qu'il faut avoir en tête. Quand on parle de ces sujets, on fait face à ce qu'on appelle souvent la grande accélération. Et on va le voir très bien avec ces différentes données. Quand on parle, par exemple, des températures. Alors, là-dessus, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sur le pire des scénarios. Le pire des scénarios, c'est celui qui nous amène sur un réchauffement moyen des températures de l'ordre de 5 degrés d'ici la fin du siècle. On n'est pas là-dessus. Après, vous le verrez, c'est un petit peu trop tard pour dire ouf, ou en tout cas, il ne faut pas se précipiter. Et pour que vous compreniez bien cette histoire de 5 degrés, qui parfois peut paraître assez anodine, ce qui nous sépare de l'époque précédente, aujourd'hui on est dans une époque géologique qui s'appelle l'Holocène, mais l'époque précédente qui s'appelle Pléistocène, la différence moyenne de température c'est seulement 4 degrés. Avec 4 degrés de différence, vous avez des mondes qui sont radicalement différents, vous aviez quasiment tout l'hémisphère nord qui était sous plusieurs kilomètres de glace, et on passait à pied la Manche, donc entre la France et l'Angleterre aujourd'hui. Donc c'est des mondes qui n'ont absolument rien à voir. Donc ça, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on n'est pas aujourd'hui sur cette trajectoire. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas non plus sur une trajectoire qui nous amènerait vers ce fameux 1,5 degré. On est malheureusement bien au-delà, et ce que nous dit le GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, dans son dernier rapport, daté de 2022, c'est que malgré tous les engagements qui ont été pris par plus d'une centaine d'États et par des milliers d'entreprises, on se situe sur une trajectoire qui, plus probablement, est située, vous le voyez ici, entre ce scénario-là, le SSP, c'est un scénario en fait socio-économique, et SSP3, donc quelque part autour de 3 degrés d'élévation des températures d'ici la fin du siècle. Ce qui reste quand même quelque chose de tout à fait important. Pour inverser cette tendance, il faudrait qu'on atteigne le pic des émissions en 2025 et que les émissions baissent ensuite de 43% d'ici 2030. Aujourd'hui, vous le regardez, année après année, on bat à chaque fois un record, on n'est pas du tout sur cette trajectoire. Donc le 1,5 degré, très honnêtement, il est quand même extrêmement compromis. Et donc on est à nouveau plutôt quelque part ici, si les engagements qui ont été pris étaient tenus. On n'est même pas sûr qu'ils le soient. Donc ça, c'est la première mauvaise nouvelle, puisque à ce niveau-là, on dépasse un certain nombre d'éléments, ce qu'on appelle parfois des points de bascule, des tipping points, qui vont être la fonte du permafrost, qui peuvent être l'affaiblissement des puits de carbone, et qui peuvent éventuellement faire que la machine s'emballe et malheureusement nous emmener au-delà de ces fameux 3 degrés. L'autre mauvaise nouvelle, en fait, je vous ai dit qu'il y en avait une, mais il y en a une deuxième sous-jacente, c'est qu'en fait, on n'a jamais été confronté à ça. On peut se dire parfois, c'est parfois le réflexe, l'humanité trouve toujours une solution. Alors c'est vrai qu'on a trouvé des solutions à beaucoup de choses, mais on n'a jamais été dans cette situation. La dernière fois qu'on a fait face au réchauffement, je vous le disais, c'était quand on a changé d'époque, c'était il y a à peu près 20 000 ans, et le rythme du réchauffement, ça a été sur plusieurs milliers d'années, ça a impacté quelques millions d'êtres humains qui vivaient de chasse et de cueillette un peu partout sur la planète, et pourtant ça a déjà été compliqué. Et d'ailleurs, tous les récits que vous trouvez pratiquement partout sur la Terre, des récits autour du déluge, vous n'en avez pas que dans le monde occidental, vous en avez partout. C'est le souvenir en fait de cette époque. Ça a quand même laissé des choses extrêmement prégnantes collectivement dans la psyché humaine. Là, ça va se passer sur quelques dizaines d'années et ça va impacter des milliards d'êtres humains qui vivent dans des sociétés très complexes et toutes interconnectées. Donc on est sur une situation qui est un petit peu plus complexe. Donc ça, c'est du côté des températures. Si maintenant on regarde du côté des ressources, on voit de la même manière cette grande accélération. Ce que vous voyez en fait ici, c'est qu'au cours du XXe siècle, l'extraction des matières premières, donc là on traite de toutes les matières premières, la biomasse, les fossiles, les minerais métalliques et non métalliques, a été multipliée environ par 5. Et ce vers quoi on se dirige d'ici le milieu de ce siècle, c'est une multiplication encore par 2 de cette extraction. Et donc pour atterrir quelque part au mi-temps du siècle, entre 160 milliards et 200 milliards de tonnes de matières premières, tout confondu, qui seraient extraites chaque année. Et en fait, cette accélération, c'est une bête fonction exponentielle, même avec des taux de croissance extrêmement faibles, de l'ordre de 2 ou 3%, au bout de 30-40 ans, vous avez multiplié par 2 votre mise de départ. Donc c'est des choses qui vont extrêmement vite, des petits chiffres de croissance peuvent faire à la fin des très grandes augmentations. Alors ce qui est intéressant, ça va nous amener progressivement au sujet du numérique, c'est si on fait un focus sur 2 types de matières premières. On peut parler tout d'abord du plastique.
Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que représente aujourd'hui la production mondiale de plastique. C'est de l'ordre environ de 300-350 millions de tonnes, ce qui est assez faible lorsque vous y pensez par rapport aux centaines de milliards de tonnes que j'évoquais à l'instant. Et on se dirige vers le milieu du siècle, vers environ 500 millions de tonnes de plastique qui seront produits chaque année. Donc à nouveau 500 millions, relativement à nos quasiment 200 milliards de tonnes qui seront extraites annuellement à horizon 2050, ça paraît assez peu. Maintenant, 500 millions, tout dépend de ce à quoi vous le rapportez justement. Et pour la petite histoire, mais c'est généralement des choses qu'on retient bien, 500 millions de tonnes, c'est aussi le poids de l'humanité tout entière. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'à horizon 2050, on va produire l'équivalent du poids de l'humanité chaque année en plastique. C'est ça qu'on va faire. Du côté des métaux, qui nous intéressent aussi beaucoup, et notamment pour les transitions écologiques et numériques, là, on est sur une trajectoire qui est un petit peu similaire. Alors, on part d'ensembles qui sont plus importants, environ 8 milliards de tonnes extraites aujourd'hui, et on se dirige progressivement vers 20 milliards de tonnes d'ici le milieu du siècle. Et là, ce dont on se rend compte quand on fait ce genre de calcul, c'est que la quantité de métaux que l'humanité va consommer entre maintenant et 2050 est plus importante que ce que l'humanité a consommé depuis son origine. On va faire plus en 30 ans que depuis les 5000 dernières années, qui sont à peu près le début de la métallurgie. L'âge du bronze, c'est vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça vous donne encore cette notion, ce sens de l'accélération qui est absolument folle. Si on regarde maintenant les aspects du numérique, là je pense que je n'ai pas besoin de vous abreuver de chiffres, je pense que vous êtes tous complètement familiers et vous percevez bien le gigantisme de cette industrie qui représente aujourd'hui 5 milliards d'internautes, 5 milliards de mobinautes, qui génère près de 4000 milliards d'euros de revenus chaque année. 4000 milliards, c'est à peu près le PIB de l'Allemagne. Et qui, effectivement, a un certain nombre d'impacts, on va les voir ici, mais surtout qui continue de croître de 5 à 10% par an et qui, effectivement, des trajectoires qui appellent cette croissance. Une croissance dans le type d'équipement qui vont être placés sur le marché, dans les usages qu'on va en faire, sur la consommation de données, bien sûr, et un élément qui nous intéresse beaucoup du point de vue du numérique, et de l'empreinte environnementale du numérique, parce que c'est un truc qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est le fait qu'un certain nombre des impacts qui vont être générés à l'avenir vont venir de la communication entre machines. Et ça, c'est quelque chose qui grandit. La plupart des impacts qu'on traite sont des impacts qui sont directement générés par les hommes. Et là, on parle d'impacts qui vont être générés en dehors de toute intervention humaine. Des machines qui communiquent entre elles pour réaliser certaines actions. Ça, c'est quand même assez nouveau, ça va avoir un point significatif dans les impacts environnementaux du numérique. Donc ça, c'est pour les équipements qui vont effectivement se multiplier, et puis aussi les marchés du numérique. Le smart building, bien évidemment l'intelligence artificielle, on pourrait penser à tout ce qui est objet connecté, et puis certainement ce qui va se développer maintenant très rapidement, et en tout cas qui attire beaucoup les GAFAM, c'est tous les sujets qui sont liés à la e-santé. Et donc ces développements, si on les met en perspective des enjeux écologiques que je décrivais précédemment, on se rend compte qu'effectivement ça représente un poids, une pression. Quelques chiffres qui sont importants, c'est que lorsqu'on parle des impacts environnementaux du numérique, et qu'on regarde par exemple cette question du réchauffement climatique et de l'émission de gaz à effet de serre, on se retrouve avec une part des émissions mondiales de l'ordre de 2 à 4%. Alors déjà, vous pourriez vous dire 2 à 4%, on passe du simple au double, c'est qu'en fait derrière, et ça c'est un point important pour les entreprises, on a quand même toujours un certain nombre de problèmes méthodologiques quand on fait ces calculs, et notamment des problèmes d'allocation. Je vous donnerai un exemple tout bête, mais il fait très froid en ce moment, il y a des restrictions sur le chauffage, mais on sait, et on le sent surtout en entreprise, que tous les équipements informatiques dégagent aussi, génèrent de la chaleur. À ce moment-là, à quoi est-ce que vous allouez les impacts? Est-ce qu'effectivement vous retenez l'énergie qui est consommée par ces dispositifs? Mais à ce moment-là, ça représente un bénéfice du point de vue du chauffage, parce que vous n'êtes pas obligé de autant chauffer que si vous n'aviez pas justement tous ces équipements. Et inversement, l'été, il fait très chaud, vous avez besoin de climatisation. Et donc il y a des choses comme ça très bêtes, mais qui nous posent des problèmes méthodologiquement pour savoir où allouer les impacts. Toujours est-il que l'ordre de grandeur, vous l'avez ici, 2 à 4%, et si on prend les chiffres pour la France, et Clara le mentionnait en introduction, on a mené cette étude pour la France avec l'ADEME et l'ARCEP, et puis avec des projections ensuite, on est aussi de l'ordre de 2% des émissions nationales. Alors, à ce niveau-là, et si je reprends cette part mondiale, on pourrait aussi se dire que finalement, ce n'est pas énorme, 2 à 4% des émissions, juste garder en tête que 3% des émissions mondiales, par exemple, c'est l'Allemagne. C'est un pays comme l'Allemagne. 3% des émissions, c'est aussi ce que représente un secteur comme le transport maritime international. Le transport maritime international, c'est 100 000 navires qui transportent 12 milliards de tonnes de marchandises. Donc juste pour se dire quand même la matérialité qu'il y a derrière ces chiffres, quand on parle de 2 à 4% des émissions mondiales, c'est déjà des chiffres qui sont extrêmement importants.
Et surtout, il faut les replacer dans une évolution. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on est quand même sur un objectif de limitation, de réduction progressive, et même maintenant de manière assez rapide, des émissions. Il va falloir par exemple diviser par 6 nos émissions de CO2 à horizon 2050. Donc il faut replacer ça aussi dans cette perspective d'émissions qui sont en train de croître du côté du numérique, alors que pour tout le reste, il faut faire diminuer la part du gâteau. Surtout, ce qui est important, c'est, et ça, il faut que vous le reteniez vraiment, quand on parle des impacts environnementaux du numérique, en fait, on fait référence à 3 choses principalement. Ça, c'est extrêmement structurant, et vous les avez ici à droite. L'essentiel des impacts environnementaux du numérique se concentre sur les terminaux. Les terminaux, ce sont nos ordinateurs, ça peut être nos smartphones. Et si on prend cet exemple des smartphones, ça doit quand même un petit peu éveiller notre curiosité. Et vous savez par exemple qu'au niveau européen, on a près de 800 millions de téléphones portables qui dorment dans les tiroirs. Alors d'ailleurs, ce terme de dormir, c'est quand même un euphémisme. Moi, je pense qu'ils gisent dans les tiroirs. Pour de vrai, on les réutilise presque jamais. 800 millions de téléphones portables, c'est absolument colossal. Et donc certains disent que ça représente une mine urbaine, que ça pourrait être exploité. Sauf qu'on a toutes les peines du monde, en réalité, à collecter et à recycler ces smartphones. On pourra en reparler après aussi, parce qu'on a mené une étude pour la Commission européenne à ce sujet. Donc c'est embêtant parce que, on le voit, l'essentiel des impacts se concentre sur les terminaux. Si on parle maintenant et si on raisonne en termes de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on prend chacune des étapes de vie d'un produit, de l'extraction ou de la culture originale, jusqu'à la fin de vie, les déchets, on voit que l'essentiel des impacts se concentre aussi sur une étape, à savoir la fabrication. Et là encore, ça nous pose quelques difficultés quand on est français ou européen, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande partie de la chaîne de valeur n'est pas située en Europe, mais a été délocalisé ou même n'a jamais existé tout simplement en Europe. Donc en termes d'action de ce qu'on peut faire, ça nous pose quelques problèmes. Et puis le dernier point, c'est celui du type d'impact qu'il faut considérer. Je vous parle beaucoup depuis tout à l'heure des émissions de gaz à effet de serre, mais quand on parle du numérique, il y a quand même un autre impact extrêmement important, qui est celui de la consommation des ressources, et notamment des ressources métalliques. Et là, je vous propose de faire un focus sur ce sujet, que je trouve important, et sur lequel il y a quand même beaucoup de malentendus. Mais vraiment en partant de cette idée que lorsqu'on parle des impacts environnementaux du numérique, il faut vraiment penser à ces questions de métaux. Si on fait un petit retour en arrière, il faut par exemple se rappeler qu'au début du XXe siècle, on utilisait quelques métaux seulement, essentiellement du fer, du cuivre, du plomb, du zinc, ce qu'on appelle parfois les métaux de base ou de structure. On ajoutait aussi un petit peu d'or et un petit peu d'argent. Mais c'était essentiellement ça, et on recherchait des propriétés assez classiques, communes, des métaux, la malléabilité, la ductilité, la résistance à la corrosion, tout un tas de choses comme ça, la densité. Et puis effectivement, sous l'effet des technologies et des hautes technologies, vous voyez que la quantité, la diversité de métaux utilisés a considérablement augmenté, de telle sorte qu'aujourd'hui on utilise quasiment la totalité du tableau périodique des éléments. Et ça, c'est un développement qui est assez intéressant parce que lorsque vous y songez, et je vous parlais de mon smartphone à l'instant, dans un smartphone, typiquement, vous avez une 50aine d'éléments chimiques, essentiellement des métaux. Et ça, c'est un point qui est très intéressant et qui va me permettre de répondre un petit peu à l'incise que je faisais précédemment, à savoir, on a ces téléphones qui sont dans les tiroirs, pourquoi est-ce qu'on n'en fait rien? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on se dit qu'il y a une 50aine d'éléments chimiques, et notamment de métaux, dans nos téléphones, ça dépasse en fait très largement ce qu'on trouve dans la nature. Vous, moi, votre poisson rouge, votre plante verte chez vous, à peu près tout est fabriqué, la nature fabrique, en quelque sorte, des éléments avec une vingtaine d'éléments chimiques, rarement plus. Et si on se prend nous-mêmes, on est essentiellement fait de carbone, d'oxygène, d'hydrogène. C'est 90% de notre composition, on n'a pas besoin de grand-chose de plus. Comme si la nature n'avait pas besoin, finalement, on ne cherchait pas, peu importe l'intention qu'on met derrière, à fabriquer des choses plus complexes. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça explique, en partie, pourquoi il est aussi difficile de recycler toute cette production. Quand vous regardez les choses de manière très prosaïque, il est généralement moins coûteux et moins complexe d'extraire une matière première et de fabriquer un produit neuf que de s'embêter à le recycler. Quand on veut recycler ce fameux smartphone, on trouve tout un tas de choses dedans, un mélange d'organiques, de métaux. Les organiques, ça nous embête dans tous les procédés métallurgiques parce que ça crée des gaz halogénés qui sont dangereux pour la santé humaine. On a des matières qui ne sont pas miscibles, on va avoir des métaux qui sont antagonistes d'un point de vue métallurgique. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Ou en tout cas, ça peut fonctionner, mais à grands frais. Alors que c'est quand même beaucoup plus simple de fabriquer le produit initialement. Donc ça, c'est un des premiers problèmes quand on parle effectivement de cette consommation de métaux, de la transition numérique, c'est que
on a cette immense diversité, la fabrication de produits extrêmement complexes. Si j'ajoute encore un point pour que vous perceviez bien cette difficulté à recycler ces smartphones, mais on pourrait parler de tout un tas d'autres terminaux, la valeur qu'on retire en matière première de ces équipements est extrêmement faible. La valeur en recyclage de mon smartphone, c'est 2 à 3 euros. Avec 2 à 3 euros, vous n'allez pas très loin. 2 euros, c'est à peu près le prix d'une course avec votre application de livraison préférée. C'est le coût de quelqu'un qui va pédaler 3 ou 4 km. C'est ça que ça vaut 2 ou 3 euros. Mais avec tout ça, il faut effectivement pouvoir mettre en place des chaînes de valeur extrêmement complexes pour récupérer, massifier, préparer, recycler tous ces équipements. 2 ou 3 euros à la fin. C'est extrêmement peu. Donc ça, c'est une première façon d'aborder les choses, c'est effectivement de les voir sous l'angle de cette variété, et cette variété augmente. On a aujourd'hui des métaux qui sont un petit peu les métaux rois des transitions écologiques et numériques, dans lesquels vous allez retrouver le cobalt, le lithium, dont vous entendez beaucoup parler parce qu'ils sont absolument essentiels aux batteries, pour la mobilité, ou pour les équipements électriques et électroniques, et avec des taux de croissance qui sont phénoménaux, qui sont de l'ordre de 10% ou plus par an. Alors c'est des volumes qui restent très faibles par rapport à nos fameux métaux de base, mais n'empêche qu'ils augmentent à toute vitesse. Donc ça, c'est la première façon d'aborder cette question des métaux, c'est d'avoir bien en tête cette complexité et cette variété. L'autre angle, c'est celui, alors là vous en avez d'ailleurs quelques exemples, de ce qu'on peut trouver communément dans la plupart des équipements électriques et électroniques, et ce qui est intéressant, c'est que ce qui apparaît en rouge, c'est ce qu'on appelle parfois les matières premières critiques. Je n'aurai pas le temps de le développer ici, mais l'Europe, en tout cas, fait une liste des matières qu'elle estime comme étant critiques parce qu'il peut y avoir des risques d'approvisionnement. L'autre point dont on entend beaucoup parler, c'est la question de la rareté et éventuellement de risque de rupture d'approvisionnement du fait de l'épuisement des ressources. Là, je pense que c'est important d'être clair parce qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce sujet. Pour bien le comprendre, vous allez le voir, il va falloir aborder deux choses, les questions de flux et de stock, mais déjà, je voudrais replacer les métaux dans leur contexte. Ici, vous avez effectivement tous les éléments chimiques que vous pouvez retrouver sur Terre. Et vous retrouvez ici, en haut, à gauche, un certain nombre d'éléments, parmi lesquels vous avez de l'aluminium, du fer, du titane, du magnésium, du manganèse, donc des métaux qui sont extrêmement abondants dans l'écorce terrestre. Et puis vous le voyez, vous avez ici une gamme de concentration un peu moyenne, où vous retrouvez la quasi-totalité des métaux, et parmi lesquels nos fameuses terres rares, dont on entend beaucoup parler, qui sont en bleu ici, et qui commencent par l'élément lantane. Si vous avez des souvenirs de chimie et de votre tableau périodique, la première ligne sous le tableau, qui commence par le symbole La, le lantane, c'est ça nos terres rares. Il y en a 15, auxquelles on ajoute généralement l'yttrium ici, et le scandium, qui est juste là. Et donc vous vous rendez compte que nos fameuses terres rares, finalement, elles ne sont pas plus abondantes ou moins abondantes que des métaux que vous connaissez très bien, comme le cuivre, le nickel, l'étain, le zinc, c'est à peu près la même chose. Le plomb que vous avez ici, nos terres rares, elles sont dans les mêmes concentrations. Donc nos terres rares ne sont bien évidemment pas rares du tout, mais il y a effectivement un certain nombre de métaux qui sont assez rares, que vous avez ici, et qui sont essentiellement constitués de ce qu'on appelle les platinoïdes, le ruthénium, le palladium, le rhodium, l'iridium, l'osmium, le platine. Vous avez aussi le rhénium, et tout ça, c'est donc ce qu'on appelle les éléments du groupe des platines, qui vont avoir des propriétés catalytiques extrêmement importantes et intéressantes, qui les rendent aujourd'hui essentielles à la transition écologique. Vous allez retrouver l'or. Alors l'or, il est intéressant, et j'en reviens 2 secondes à ces 2 ou 3 euros dont je vous parlais à l'instant. Je vous disais, si je recycle mon téléphone en valeur matière, j'ai 2 ou 3 euros. 80% de cette valeur, c'est constitué par l'or. Donc si je reviens un instant en arrière, ce que je partageais avec vous, voilà, cette image de l'ensemble des métaux qu'on va retrouver dans nos équipements électriques et électroniques, en fait, tout ça, c'est à peine quelques centimes par équipement. L'essentiel de mes 2 ou 3 euros, ce qui n'est déjà pas grand-chose, c'est quasiment l'or et uniquement l'or. Donc voilà pour une bonne compréhension. Et le dernier élément, excusez-moi, qui est effectivement assez rare, c'est le tellure. Alors le tellure, il est assez intéressant, notamment si vous travaillez sur tout ce qui est optoélectronique. Vous avez en gros trois matériaux ou alliages de matériaux phares quand on parle de semi-conducteurs. Vous avez bien évidemment le silicium, vous avez après ce qu'on appelle le groupe des 3,5, arséniure de gallium, phosphure d'indium, et puis vous avez des choses très intéressantes qui se font autour d'alliages de mercure, cadmium, tellure, et qu'on va retrouver par exemple en infrarouge. Et donc notre tellure, il est très intéressant et très important pour la transition numérique et tout un tas de technologies qu'on essaie de mettre en place. Donc vous voyez qu'il y a cette question d'abondance qu'il faut déjà relativiser, nos fameuses terres rares qui ne sont pas rares du tout. Maintenant, si on va au-delà et qu'on se pose la question de savoir si effectivement on a des risques d'épuisement
de ces différentes ressources. Là, à nouveau, on a des malentendus. Il faut distinguer, je vous le disais, ce qu'on appelle les stocks des flux. Si on regarde purement cette question des stocks, et c'est là où la confusion arrive souvent, on va calculer les réserves, on va regarder un rythme d'extraction et on va se dire effectivement, à horizon 30 ans, 40 ans, j'ai épuisé mes réserves. Il faut bien avoir en tête qu'une réserve, c'est un horizon technico-économique. Ça ne correspond absolument pas à la totalité des matières qui sont présentes sur Terre. Si vous regardez les réserves de tous les métaux depuis près de 50 ans, elles n'ont pas bougé, voire même elles ont augmenté. Si on prend le lithium, auparavant le lithium, tout le monde s'en fichait à peu près. Ça avait deux utilisations majeures, dans les alliages d'aluminium et puis en pharmacie, parce que ça permet de soigner les troubles bipolaires. Mais c'est des quantités qui sont absolument infimes. Aujourd'hui, le lithium, c'est absolument essentiel pour la transition. On se dit qu'il va falloir ouvrir peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de mines dans les prochaines années pour répondre aux besoins de la transition écologique et numérique. Et donc, les réserves de lithium ont été multipliées par 2, voire 3 depuis 10 ans, alors même qu'on n'en a jamais extrait autant. Donc vous voyez que les dynamiques ne sont pas forcément celles auxquelles on pense. Alors, est-ce que malgré tout, il y a des limites? Oui, bien sûr, on est sur une planète qui est finie. Mais est-ce qu'on ira jusqu'au bout de ces limites? À mon avis, ça n'arrivera jamais. Pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que notre limite à plutôt long terme, c'est en fait une barrière énergétique. Ce qui était facilement extractible l'a été. Ce qui reste aujourd'hui, c'est des métaux qui sont en profondeur, qui sont dans des minerais qui sont de moins en moins denses, et donc qui vont requérir de plus en plus d'énergie. Et il y a des limites, on parle de limites thermodynamiques, aux gains d'efficacité énergétique qui sont réalisés, de telle sorte que de toute façon, à un moment, il va falloir payer cette addition énergétique. Et je pense que là, c'est partagé par tout le monde, vous n'êtes pas sans savoir que cette question de l'énergie est de plus en plus complexe. On a passé le pic pétrolier, probablement le pic gazier. Il faut effectivement répondre maintenant à la demande, peut-être avec des énergies renouvelables, peut-être avec du nucléaire, peut-être avec d'autres choses, mais il y a quand même une contrainte énergétique qui pèse sur nos sociétés qui est fabuleuse. Donc se dire qu'on va avoir besoin de plus en plus d'énergie, ça nous pose problème. Et donc la barrière à long terme, c'est une barrière énergétique. Mais il est extrêmement peu probable qu'on arrive à l'épuisement total d'un métal quelconque pour tout le restant de la vie sur Terre. Ça n'arrivera probablement jamais. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette question des stocks. En revanche, ce qui peut se poser comme problématique, et qu'attise effectivement les transitions numériques et écologiques, c'est avec une perspective de flux. Si on adopte cette perspective, là on commence à raisonner autour de problématiques industrielles et géopolitiques. Notamment, il n'y a pas que ça, mais c'est deux exemples que je vais prendre. D'un point de vue industriel, il faut par exemple bien considérer que le temps de la mine, c'est-à-dire entre les premières explorations et l'extraction, c'est environ 17 ans. Que c'est l'une des industries qui est les plus intenses en matière de capital, et par ailleurs pour lesquelles les risques sont les plus élevés. Vous avez une cible sur 1000 seulement qui donne une mine rentable, donc c'est quand même un petit peu risqué comme business, une sur 3000 qui donne une mine de classe mondiale, et après, encore faut-il qu'il y ait toute une chaîne en aval qui se mette en place pour raffiner, pour transformer ces métaux et fabriquer tous les équipements dont on a besoin. Le gros problème qu'on a eu au sortir de la crise Covid, ça a été effectivement la fabrication des semi-conducteurs. Il faut une chaîne complète. Et là, vous avez des risques d'asynchronie qui sont extrêmement importants. La probabilité que tout le monde se mette d'accord pour produire en même temps et que le tout fonctionne bien est très très limitée. Donc effectivement, il est presque certain que dans les prochaines années, on va avoir des ruptures d'approvisionnement plus ou moins temporaires, mais qui ne seront absolument pas dues à des questions d'épuisement des ressources, mais plutôt à des questions industrielles, de temps de développement de ces chaînes de valeur. Ça, c'était pour le point industriel. Je vous le disais, il y a aussi un point géopolitique sur lequel on ne peut pas aborder toutes ces questions de transition écologique et numérique et qui sont renforcées en ce moment. On sait déjà depuis longtemps que la Chine, parmi d'autres pays, mais la Chine vraiment a intégré ça dans ses plans industriels pour constituer des chaînes de valeur complètement intégrées. Aujourd'hui, on voit des pays comme les États-Unis qui lui emboîtent le pas. Il y a eu l'adoption cette année du Chips and Science Act, donc Chips, ça c'est pour les semi-conducteurs, enfin pour les puces électroniques, et qui a adopté également une stratégie nationale qu'ils appellent National Strategy for US Leadership in Advanced Manufacturing. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces approches partent du principe d'une conflictualité de plus en plus importante sur la tech, sur la transition écologique, et cette nécessité d'arsenaliser réellement, d'un point de vue au moins juridique, d'un point de vue industriel, ces chaînes de valeur, avec des logiques d'économie forteresse, pour effectivement bloquer la production des ressources. Donc on se dirige vers quelque chose de complexe et qui, à mon avis, avec les éléments que je vous indiquais industriels, va jouer dans les prochaines années. Donc tout ça, ça fait partie des impacts qui sont suscités
par la transition numérique. Donc vous voyez, il y a plein de choses, des impacts directs, on a parlé des émissions de gaz à effet de serre, on a parlé ici un peu longuement de la consommation de ressources et des problématiques sous-jacentes, industrielles et géopolitiques. Avec tout ça, et heureusement, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on peut partager qui sont très positifs et qui montrent comment le numérique peut soutenir le développement de la transition écologique. Alors vous en avez quelques exemples ici, moi j'en retiendrai 3 principaux. L'un des premiers points, c'est que la transition numérique et toutes ces technologies numériques nous aident pour la modélisation d'un certain nombre de phénomènes climatiques, météorologiques. Vous avez peut-être entendu parler de ce nouveau satellite, SWOT, qui va être envoyé. Alors c'est une collaboration de la NASA et du CNES pour modéliser, pour observer la totalité des surfaces d'eau sur Terre, à la fois les océans et puis les eaux douces, pour comprendre leur dynamique et aider au développement des modèles climatiques et météorologiques. Donc on a fait des progrès fabuleux depuis 40 ans sur la science du climat, et c'est notamment dû au développement de ces technologies, de ces outils. Donc ça, c'est un point très clair sur ce qu'apporte la transition numérique et tous ces outils au service du climat et de la transition écologique. Un deuxième point qui est intéressant, c'est tout ce qui va être lié au procédé. Alors on pourrait prendre tout un tas d'exemples. Un que je retiens parce qu'on a beaucoup travaillé sur ces questions dernièrement avec mes équipes, c'est la question du recyclage. On a un point, je vous parlais du plastique tout à l'heure, et le plastique c'est l'un aussi des problèmes de tous les équipements des terminaux qu'il faut pouvoir recycler. Le problème qu'on a avec les plastiques, c'est de parvenir à massifier et à homogénéiser les flux. Ça coûte extrêmement cher, les techniques de collecte ne sont pas encore complètement adaptées, et ce qu'on voit se développer, c'est par exemple un regroupement entre des industriels de l'agroalimentaire, des chimistes, des plasturgistes, des recycleurs, tout un tas de metteurs en marché, dans un projet qu'on appelle Holy Grail, pour développer des techniques, d'une part de traceurs chimiques et d'autre part de filigrane numérique. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Un traceur chimique, c'est en fait une molécule qui va être invisible pour nous, mais qui va être comprise dans la matrice du plastique, dans la résine, et qui va générer une certaine couleur qui va réagir tout simplement à un rayonnement UV, et qui va permettre d'identifier plus facilement et de trier plus facilement dans certaines machines les flux de déchets, donc de séparer entre les différentes résines plastiques. Ça, c'est pour la partie traceur chimique. Si on regarde le filigrane numérique, ça va encore plus loin. Le filigrane numérique, en fait, c'est un code barre qui va être imprégné dans la matière plastique et qui va donner tout un tas d'informations. Donc là, ça va être visible à partir d'une caméra. C'est à nouveau pas quelque chose qui est visible à l'œil nu, mais qui pourra être vu par tout un tas de caméras et qui contiendra des informations environnementales, pourquoi pas sociales, et des informations, bien évidemment, sur le type de résine à recycler. Ces informations, je pense, sont très importantes et ça m'amène au troisième point de ce qui vraiment, pour moi, sert du point de vue numérique, toute la transition écologique, c'est la question de l'information environnementale. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est énormément sollicité par les entreprises avec lesquelles on travaille. Il y a un besoin aujourd'hui de structuration de cette information, de développement de méthodologies, de mesures qui est fabuleux. L'un des exemples qu'on peut prendre, c'est le développement de ce qu'on appelle au niveau européen le passeport produit. L'Europe pousse beaucoup pour ça. Un passeport produit, on n'en connaît pas précisément les contours, mais ce qu'on aura dans un passeport produit, c'est un ensemble justement d'informations sur l'origine des matières premières et sur les impacts environnementaux, sociaux, tout au long du cycle de vie du produit. Et on pourrait même imaginer, en tout cas c'est des choses dont on a eu l'occasion de parler avec la Commission européenne, de lier ce passeport produit avec des jumeaux numériques. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Par exemple pour tenir compte des vies multiples que peut avoir un équipement, un matériau, un terminal, par exemple sa réparation, sa revente, et relier ça à ces impacts, pouvoir mieux les mesurer, et même peut-être, pourquoi pas, donner des informations plus précises aux utilisateurs sur où, quand, comment disposer de leur matériel. Ça, c'est des choses auxquelles on a peu accès aujourd'hui, mais on pourrait aller jusque-là. Il y a plein d'autres informations qui pourraient être mobilisées, beaucoup d'autres réflexions. On pense aussi à toute la problématique de la blockchain autour du devoir de vigilance. Il y a des questions, on évoquait tout à l'heure les métaux. Vous avez sans doute entendu parler du cobalt. Le cobalt, ça pose des problèmes de droits humains. Alors on fait beaucoup de focus là-dessus, mais c'est vrai que c'est un exemple assez typique. On se pose des questions aujourd'hui sur la meilleure façon de communiquer l'information, de la sécuriser tout le long de la chaîne de valeur. Ça peut passer par différentes technologies, pas forcément la blockchain, mais la blockchain en fait partie. Donc vous voyez, il y a tout un tas de technologies, je ne développerai pas forcément plus, qui permettent effectivement de soutenir la transition écologique. Donc, on a vu ce contexte, on a vu l'impact du numérique sur l'environnement, on a parlé rapidement
du support que peut apporter le numérique pour ce même environnement, mais ce que je souhaiterais faire, c'est aller un petit peu plus loin, parce que très souvent, les explications et les présentations s'arrêtent ici, c'est se demander comment est-ce qu'on peut trouver des liens entre les deux. Alors, l'une des façons de travailler sur ce lien, c'est de réfléchir à ces sujets de manière un peu différente, de manière un peu moins statique, et de les projeter dans différents scénarios. Ce qu'on va partager ici, ce sont en fait des scénarios qui ont été développés par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement française, qui a créé des scénarios de transition à horizon 2050, et donc tous ces scénarios doivent permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Vous en avez 4, on va les présenter brièvement, puis surtout, on va se concentrer sur la composante technologique de ces scénarios, étant posé que derrière ces scénarios, il y a en fait beaucoup d'autres choses, des raisonnements autour de l'habitat, de l'alimentation, du transport, de l'habillement, tout est pris en compte. On a tout d'abord un scénario qu'on appelle « génération frugale ». Dans ce scénario, on nous explique que des transformations importantes dans les façons de se déplacer, de se chauffer, de s'alimenter, d'acheter, d'utiliser des équipements permettent d'atteindre la neutralité carbone sans impliquer de technologies de captage et stockage de carbone non éprouvées et incertaines à grande échelle. Plus spécifiquement, ce que ça implique du point de vue des technologies, c'est ce que vous avez ici. Une innovation qui serait autant organisationnelle que technique, le règne des low-tech, de la réutilisation et de la réparation, un numérique collaboratif, et une consommation des data centers qui est stable grâce à la stabilisation des flux. Le deuxième scénario, c'est celui de la coopération territoriale. Ici, la société se transforme dans le cadre d'une gouvernance partagée et de coopération territoriale. Donc on sort de ces chaînes de valeur globales et on a un raisonnement beaucoup plus territorial. Des organisations non gouvernementales, institutions publiques, secteur privé, société civile, trouvent des voies de coopération pragmatiques qui permettent de maintenir la cohésion sociale. Là, ça implique un investissement massif du côté de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, un numérique au service du développement territorial, la consommation de data centers qui, elle aussi, reste stable, comme dans le scénario précédent. Donc ça, entre nous, c'est quand même des scénarios dont on ne parle pas beaucoup. Ce dont on parle un peu plus, c'est des deux scénarios suivants. D'abord, le scénario dit des technologies vertes. Ici, c'est le développement technologique qui permet de répondre aux défis environnementaux, plutôt que les changements de comportement vers plus de sobriété. Ici, on va cibler des technologies plus compétitives pour décarboner, on va mettre le numérique au service de l'optimisation, mais dans ce cadre-là, les data centers consomment 10 fois plus d'énergie qu'en 2020. Et si on pousse cette réflexion de la technologie jusqu'au bout, ce qu'on appelle parfois un petit peu le technosolutionnisme, ou comme je l'ai entendu parfois, la promesse californio-prométhéenne, qui peut y avoir derrière. On a le pari réparateur, dans lequel les modes de vie du début du XXIe siècle sont sauvegardés, on ne change rien, mais en revanche, le foisonnement de biens consomme beaucoup d'énergie, de matière, mais avec des impacts potentiellement forts sur l'environnement. Là, pour que ça marche, il faut effectivement des innovations tout azimut, captage, stockage du CO2 qui est absolument obligatoire, et puis l'Internet des objets qui se développe et une consommation des data centers qui est 15 fois plus importante. Mais là, on part du principe, et c'est un pari, c'est pour ça qu'on parle de pari réparateur, c'est que tout en faisant ça, on permet de diminuer la facture globale en termes de consommation d'énergie et d'émissions de CO2. Donc vous voyez un petit peu ces 4 éléments, et la raison pour laquelle je voulais vous les présenter, c'est parce que ça nous permet de sortir de cette unilinéarité qu'on a parfois quand on parle du progrès technologique. On a souvent l'impression que ça va dans un seul sens, qu'il y a un seul avenir possible. En réalité, on voit qu'il y a plusieurs avenirs possibles, qu'on peut les composer différemment, et que c'est essentiellement et avant tout une question démocratique et de choix de société. Mais c'est très rarement posé comme ça. Pourquoi ? Parce que ça pose aussi la question des bornes du numérique. Vous le voyez ici, on dit clairement qu'on est sur des low-tech et on va limiter la consommation des data centers. Ça implique d'avoir une gouvernance du numérique, ce qui est complètement antinomique avec tout ce qu'on connaît depuis 20 ans ou 30 ans. Le développement de la tech, surtout aux États-Unis, est complètement lié au mouvement libertarien et donc à une liberté totale dans le développement de ces technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met des barrières au numérique, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement compliqué. Et on n'a qu'à voir toutes les déclarations d'Elon Musk, tout ce qui s'est passé dernièrement, ça ne va effectivement pas dans ce sens. Mais c'est ça fondamentalement qu'on pose, et c'est pour ça que c'est intéressant de replacer cette question du numérique dans des questions de choix de société. En lien avec ça, et ce sera en fait mon dernier point, cette question, fondamentalement, en tout cas ce qu'on est en train de se dire ici, nous montre qu'il faut se poser la question de savoir ce qu'on veut faire avec ce numérique. Et en fait, force est de constater qu'aujourd'hui, on ne sait pas vers quoi on va avec le numérique. Et je pense que c'est là qu'on a
un problème fondamental qui est en fait rarement discuté et qui crée parfois cette incompréhension entre les transitions écologiques et numériques. Si je schématise un petit peu, on a d'un côté une transition écologique qui se donne un objectif, celui de la neutralité carbone à 2050. En revanche, côté moyen, c'est quand même extrêmement limité. Alors certes, on entend souvent que les investissements dans tout un tas de technologies, etc., croissent beaucoup plus rapidement que dans d'autres secteurs. C'est très bien, c'est un raisonnement en flux. En stock, c'est absolument infime par rapport à ce qu'il faudrait faire. Confère ce qu'on s'est dit au départ, on est très 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 loin de la cible. À nouveau, si tous les engagements qui ont été pris étaient tenus, on serait quand même 2 fois au-delà de ce qu'il faudrait faire en termes de limitation des émissions de CO2. Donc, des objectifs, mais aujourd'hui, pas de moyens. Et en fait, ce à quoi appelle l'écologie, et c'est ce qu'on retrouve dans ces scénarios-là, beaucoup plus qu'à une transition, en fait, c'est à une rupture écologique. Ce terme de transition, il est mal choisi, c'est quelque chose d'assez mou. Franchement, transiter, c'est pas quelque chose qui est très motivant. Ce qu'il y a réellement derrière tout ça, c'est une rupture écologique, rupture pas uniquement dans nos modes de consommation et de production, mais c'est vraiment une rupture même dans notre relation à ces modes de production et de consommation. On ne va plus être seulement à se dire, dans mes terminaux, justement, je veux qu'ils aient été éco-conçus et donc qu'ils durent plus longtemps, qu'éventuellement ils aient un contenu recyclé, c'est-à-dire des matières issues du recyclage qui les composent. Ça va au-delà de ça. On va se dire véritablement, est-ce que j'ai besoin de consommer ces appareils ? Alors là, autant vous dire qu'aujourd'hui, personne n'est vraiment à ce niveau-là. Il y a des marques et certains secteurs où on commence à se mettre sur ces sujets. On peut penser, et d'ailleurs dans le textile, à des marques qui maintenant explosent comme Patagonia, qui ont fait de ça leur cheval de bataille, mais du côté du numérique, on n'y est pas du tout. Pourtant, c'est à ça qu'appelle aujourd'hui cette rupture écologique. Ça, c'est ce qu'on a d'un côté. De l'autre, on a effectivement la transition numérique, et qui fonctionne de manière complètement différente. Dans notre transition numérique, on a des moyens, on en parlait auparavant, le gigantisme de cette industrie du numérique, mais en termes d'objectifs, je ne sais pas pour vous, mais moi, on ne m'a jamais expliqué où on allait avec le numérique. Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette transition ? Transiter, ça signifie quand même passer d'un état à un autre. C'est la définition même de la transition. Là d'où on vient, on le sait. Il n'y avait pas de numérique avant. Mais là où on va, est-ce que quelqu'un a seulement posé à un moment donné le bout du numérique ? Et en réalité, je pense que la plupart des acteurs de la tech n'ont aucune envie qu'il y ait un bout à ce numérique. On rejoint ce que je disais précédemment sur Elon Musk et sur d'autres. Ils sont dans une logique long-termiste, une espèce d'horizon infini de la tech qui doit permettre de parachever l'homme à travers la technique. C'est vraiment ça qu'il y a derrière. Et aucunement une réflexion autour d'un point d'atterrissage. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense que quand on présente les choses de cette manière, donc d'un côté des objectifs sans moyens, cette fameuse rupture écologique, et de l'autre des moyens sans objectifs, cet horizon numérique, on comprend un petit peu mieux pourquoi on a aussi du mal à faire se rejoindre ces deux bouts, ou qu'on les présente comme je l'ai fait précédemment, à savoir, oui, il y a des impacts, pour autant il y a quand même un certain nombre de bénéfices, mais au bout d'un moment, comment tout ça se rejoint, c'est compliqué. Mais parce que fondamentalement, ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques, et ce qui est en fait au cœur de ça, c'est même une vision complètement différente de l'homme, de notre rapport à la société et à la nature. Dans cette rupture écologique, fondamentalement, et c'est ce que vous allez voir représenté ici un petit peu à gauche, dans cette rupture écologique, et c'est ce que toute la pensée écologique propose aujourd'hui, on a cette idée que c'est la planète qui protège l'homme. C'est comme ça que ça fonctionne. On part du principe que tout ce qui nous permet d'exister, de vivre en société, de subvenir à nos besoins, ça nous est fourni par la planète. Il n'y a pas de vie humaine en dehors de la planète. Du côté, en revanche, de cette transition numérique, et de tous les tenants de la tech, on a une vision qui est radicalement différente, qui est celle que c'est l'homme qui protège la planète. Et ça, on l'a entendu 1000 fois, et c'est même quasiment le seul discours qu'on entend. Et la représentation la plus classique du fait que c'est l'homme qui protège la planète, c'est ce que vous avez ici. Cette idée comme ça de mains humaines qui tiennent la planète Terre. Et c'est quand même une idée qui est très très particulière, et qui est très propre d'ailleurs au modèle occidental. Pour beaucoup de peuples premiers, c'est une aberration totale et une incompréhension totale. Ça ne veut rien dire pour eux que l'homme protège la planète. C'est complètement impensable. Mais on a quand même cette différence fondamentale. Et je pense que c'est ça aujourd'hui. En tout cas, on est assez peu, ou les entreprises n'ont pas encore mis le doigt sur ces sujets. On a quand même une vision de l'homme et du devenir de nos sociétés qui sont radicalement différents. Et donc, c'est ça qui m'amène à ma conclusion, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on se dit, et donc du fait qu'on pourrait voir
comment travailler sur un certain nombre de technologies, et bien évidemment c'est important, pour limiter nos émissions de CO2, pour être plus efficace, pour consommer moins de ressources, pourquoi pas pour recycler mieux. Il y a quand même cette question fondamentale qui est de savoir où nous mène la tech. Est-ce qu'on peut effectivement avoir un projet commun entre cette rupture écologique et cet horizon numérique, et où trouver les formes, les moyens, les lieux pour faire se rencontrer ces différentes dynamiques. Aujourd'hui, en tant que consultant, je peux vous le dire, ces dynamiques, je ne les vois pas du tout se rencontrer. Aujourd'hui, ces sujets écologiques du côté de la tech sont encore traités très en surface. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien, ça ne veut pas dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un souci, mais en tout cas, c'est traité extrêmement en surface. Et donc, il va falloir passer à autre chose. Et je pense que de toute façon, il faut passer absolument à autre chose parce que, bon gré, mal gré, les choses vont changer. Un seul exemple pour s'en convaincre, c'est ce qui se passe en ce moment dans l'automobile. Qui aurait pu penser qu'il y aurait un bouleversement à ce point dans l'automobile ? Pourtant, c'est une filière d'un point de vue industriel dont on peut être fier. Il n'y a pas beaucoup d'autres filières qu'on a su comme ça conserver en Europe, avec tout un tas d'équipementiers extrêmement importants, des constructeurs encore. On le sait, on a perdu une grande partie de notre industrie. On a conservé des industries aérospatiales et de défense, on a conservé l'automobile, on n'a pas conservé grand-chose d'autre. Et pour autant, on s'est attaqué à l'automobile, et les bouleversements sont fabuleux. Ce à quoi ressemblera l'automobile d'ici la fin de cette décennie, je ne le sais pas précisément, mais je pense que ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. À tel point que quand vous discutez avec des constructeurs automobiles, ils en sont à se demander pour certains s'ils vont continuer à construire des automobiles. C'est leur nom. Mon métier, je suis constructeur automobile, mais demain, je ne sais pas si je vais continuer à construire de l'automobile. Mon métier, ça va peut-être être de fournir un service de mobilité. Et peut-être que d'autres, justement, mes équipementiers, eux, vont construire des autos, puis construiront d'autres choses. Peut-être des vélos électriques, peut-être des trottinettes, des scooters, tout un tas de choses. Mais pas forcément constructeur automobile. Et je pense qu'il faut être vraiment alerte sur ces éléments-là, bien les observer, parce que ces bouleversements vont arriver dans tout un tas d'autres secteurs. Et je pense que le numérique est encore très en retrait sur ces questions, mais en fait, à court, moyen terme, ce sont typiquement les questions qui vont se poser. Sur une recomposition totale de cet écosystème, la transformation des business models, des métiers, des équipements. Voilà ce que je souhaitais vous dire, et donc cette dernière idée que vous comprenez bien, et en tout cas que nous on porte avec nos équipes, et qu'on essaye d'insuffler parmi toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est que toutes ces terres qui consistaient à tout changer pour que rien ne change, ça c'est révolu. Qu'on le veuille ou non, la physique de toute façon nous oblige à passer à autre chose, et donc on rentre dans une ère où il va falloir que tout change pour que tout change réellement, et je pense que le numérique va aussi devoir faire sa part dans ce travail. Merci à tous. Vous m'entendez ? Ah oui, super. Merci pour cette présentation et ces perspectives. Je voulais avoir votre analyse sur l'utilisation du numérique dans les écoles, savoir ce que vous en pensiez, d'autant plus qu'on est dans une école. Est-ce que c'est, par exemple, d'utilité concernant la pédagogie ? Est-ce qu'on pourrait s'en passer ? Alors, je n'ai pas forcément d'analyse ou d'avis sur la question purement pédagogique, c'est moins mon rayon, mais en fait ce que ça m'évoque votre question, c'est le point que j'évoquais sur la gouvernance, à savoir est-ce qu'on peut mettre et est-ce qu'on doit mettre des limites au numérique. Et si on s'était posé cette question-là par exemple pour la 5G, peut-être qu'on aurait vu les choses différemment. Je ne doute pas qu'il y ait des utilités pour certains secteurs dans la 5G, on évoque souvent l'exemple de la santé, pourquoi pas, sans doute que pour l'industrie 4.0 ça a aussi un rôle. Maintenant, est-ce qu'on avait tous besoin d'avoir de la 5G sur notre portable ? Là, je n'ai pas encore compris. Donc, je pense que c'est cette question-là vraiment de la gouvernance, et finalement, ça rejoint ça. Au-delà des aspects pédagogiques, effectivement, que je ne maîtrise pas et donc sur lesquels je ne pourrais pas vous répondre, c'est cette question de savoir, est-ce qu'il y a une utilité ? Est-ce que parce qu'on peut le faire, finalement, c'est ça, hein, c'est ce que j'essaie d'exprimer quand je parlais de cette position, presque un petit peu anthropologique, hein, du numérique, mais quand on est face à ces technologies, finalement, on est dans une espèce d'élan où il s'agit de réaliser un potentiel. On peut le faire, donc on le fait. On ne sait pas ce qu'il y a au bout, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait. Est-ce que là, effectivement, il faut le faire aussi pour l'éducation ? Je ne sais pas. Mais ça fait partie des questions qu'on doit se poser, et des transformations que j'évoquais aussi précédemment. Quand on se dit qu'il faut réfléchir pour ancrer
cette tech et ce numérique dans un projet de société, c'est typiquement ces questions-là qu'on doit se poser. Jusqu'où on doit aller, est-ce que ça a une utilité? Et finalement, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut forcément le faire. Il faut que ça apporte quelque chose. Merci. Oui. Je voulais partager un cas pratique auquel je me suis livré ce matin. Je travaille pour une grosse centrale d'achat qui achète des portables pour les collectivités d'Île-de-France. Et on a travaillé ce matin sur notre schéma de promotion d'achat socialement et écologiquement responsable et comment l'adapter, le mettre en œuvre concrètement sur ce marché-là. Et un des problèmes qu'on rencontre, en fait, c'est l'état de l'industrie, en fait, l'offre industrielle, l'offre de mobile, qui nous contraint énormément. Alors on peut allotir, on peut essayer de trouver des solutions, mais on n'est pas dans un changement majeur, alors qu'on pourrait, au travers de la commande publique, être un acteur fort de ces évolutions nécessaires et du développement d'un numérique plus responsable. Tout à fait. Alors, je pense quand même qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la commande publique, notamment en droit européen. Il y a toute une partie qu'on appelle donc Green Public Procurement. Il y a des règles qui ont été éditées là-dessus, mais il faut reconnaître que c'est compliqué. Je vous le disais au départ, vous vous souvenez peut-être, l'un des premiers chiffres que je vous présentais, je vous disais que pour l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre du numérique, on était entre 2 et 4%. Et je vous disais que derrière tout ça, on a quand même des problèmes méthodologiques. Mais c'est bien ce qu'on a identifié, si vous avez l'occasion au moins de lire la synthèse de cette étude, donc l'impact environnemental du numérique. Aujourd'hui, personne n'est d'accord sur la façon de calculer les impacts, sur les méthodes qui doivent être utilisées, sur les bases de données qui doivent être utilisées. On n'a même pas les mêmes données. Partant de là, c'est extrêmement compliqué d'appliquer ce genre de règles, de demander à un acheteur public dont ce n'est pas forcément le métier, d'utiliser des méthodos sur lesquels personne n'est d'accord, qui vont se fonder sur des datas que personne ne partage. Ça rend forcément les choses compliquées. Et derrière tout ça, il y a un point que je relie à ce que vous dites, qui est aussi une question plutôt de comptabilité et d'amortissement. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mais en fait on se rend compte que les entreprises, alors c'est peut-être le cas aussi pour les collectivités territoriales, ça je ne sais pas, mais sont incitées effectivement à renouveler leurs équipements, je crois c'est tous les 3 ans, pour des questions d'amortissement. Donc en fait il y a toute une chaîne de choses qui sont assez incohérentes, et puis après de méthodes, de moyens dont on ne dispose pas pour aller jusqu'au bout de l'exercice. Mais je pense que d'un point de vue purement juridique, il y a des choses qui existent, c'est pas forcément là où ça achoppe, mais en revanche, à nouveau, demander à des acheteurs publics d'intégrer toutes ces règles et à des entreprises d'être capables d'y répondre alors que personne d'un bout à l'autre ne comprend ce dont il s'agit, c'est un petit peu compliqué. Oui. Ouais, du coup, j'ai deux questions. Enfin, la première, déjà, je veux vous remercier parce que ça a ouvert des horizons auxquels je n'avais jamais pensé. Donc, merci à vous. La première chose, c'était sur les 4 scénarios de l'ADEME que vous avez présentés à l'horizon 2050. Je n'ai pas compris s'ils étaient totalement étanches les uns avec les autres ou si certains étaient interdépendants. Alors, c'est des scénarios qui sont étanches. D'accord, merci. Et la deuxième chose, ça revient un petit peu sur ce que vous venez d'évoquer, qui étaient véritablement les indicateurs de mesure. En fait, on voit via le numérique qu'il y a des indicateurs de mesure qui ont émergé dans la société qu'on n'imaginait pas. Alors, je vais citer peut-être des trucs assez basiques, mais Yuka, ça a quand même changé la perspective de l'alimentation. Il y a une deuxième chose qui est en train de se passer en ce moment. Je suis impressionné par la quantité de collègues qui regardent en instantané la part d'énergie renouvelable qu'a la France. Le midi à table, les gens ouvrent leur smartphone et disent « Tiens, regarde, on est en train de consommer X% de gaz ». Donc, en fait, le numérique, il a une puissance phénoménale à changer notre regard aux indicateurs. Et ma question, elle est pourquoi est-ce que l'écologie et les écologistes n'utilisent pas le numérique pour faire rentrer des indicateurs dans le public et le grand public? On pourrait très bien avoir, par exemple, j'ai un objet dans la main, finalement j'ai extrait combien de grammes de terre. On pourrait avoir des choses beaucoup plus visibles et je ne perçois pas des choses changer vraiment là-dessus. Voilà. Vous avez raison. Et si on prend le cas de Yuka, c'est une initiative, alors je ne sais pas si c'était une association au départ ou une entreprise, peu importe, mais en tout cas, ils ont fait ça eux-mêmes. Et ce qui est le plus compliqué dans ces choses-là, c'est de mettre tout le monde d'accord. Si vous mettez tout un tas d'entreprises autour de la table, et ça rejoint le point précédent, et que vous leur demandez de se mettre d'accord sur des méthodes d'évaluation et sur des bases de données à utiliser,
Honnêtement, 5 ans ou 10 ans après, vous y êtes encore, à peu de choses près. Donc, c'est vraiment le problème qu'on a aujourd'hui, mais je rejoins complètement votre point. La puissance qu'on a derrière cette information, elle est phénoménale. Et c'est quelque chose, je pense, qui est très ancré dans l'esprit du législateur, ou moins au niveau européen, de se dire qu'en créant de la transparence sur les chaînes de valeur et en donnant de l'information aux consommateurs, on peut faire pression sur les entreprises pour qu'elles changent. Et ça, c'est des choses qui sont écrites noir sur blanc dans tout un tas de réglementations. Maintenant, effectivement, d'où vient cette data? Qui l'évalue? Parce qu'après, ce serait ça la question qui se pose, c'est que sans doute les entreprises seraient d'accord pour qu'on publie tout un tas d'informations, mais vous auriez besoin de tout un tas de services d'audit pour baquer cette information. Rien de tout ça n'est infaisable, mais ça demande quand même une architecture, une organisation qui ne sont pas si simples, dans un secteur à nouveau pour lequel les méthodes, les périmètres des évaluations ne sont pas encore figés. Et s'agissant de la donnée environnementale, pour faire tout ce travail-là, en fait, il y a peu de personnes qui les ont. Mais je pense que ça viendra. Je pense que c'est l'un des grands éléments, c'était mes 3 points, vous en souvenez peut-être. Je disais tout ce qui va être observation de la Terre et sciences du climat, le point sur les process et le point de la data environnementale. Moi, ce que je vois vraiment de manière très forte et de manière assez évidente, et si j'étais entrepreneur, c'est peut-être ce que je ferais, mais c'est vraiment cette question de la data environnementale. Ce qu'il y a à faire, c'est fabuleux. Je donnais l'exemple du Digital Twin, des Product Passport, toute la question du devoir de vigilance. Là, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Alors, ce n'est pas votre métier, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais qui vont avoir un impact incroyable, où à partir de 2024, on va demander aux entreprises d'évaluer les impacts qui sont générés par l'environnement sur leur business, et inversement, les impacts qu'elles génèrent. Donc, ce qu'on appelle une relation inside-out et outside-in. Par ailleurs, de pouvoir localiser ces impacts, de les évaluer financièrement, et de les projeter à horizon 5 ans, 10 ans. Personne n'est capable de faire ça. Ça arrive en 2024, personne n'est capable de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, ces données, pour faire ce type de modélisation, personne ne les a, personne n'a encore organisé. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous commencez à travailler avec des entreprises et avec leurs services SI sur ces questions, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de propriétaire en fait, de ces sujets-là, que c'est éclaté entre plein de directions différentes, que tous ont une petite partie de l'information, mais qui ne se sont jamais parlé, que ce n'est pas réuni dans une même base de données. Il y a un travail de fond phénoménal à faire. Donc, de tous les côtés, cette question de l'information environnementale, je pense qu'elle est importante, mais que là, il y a un très 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 gros boulot, à tout point de vue institutionnel, des entreprises, pour arriver à quelque chose de digeste et qui effectivement porte ses fruits. Bonsoir. 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 Je travaille au Commissariat général au développement durable, donc j'ai travaillé sur la loi climat et sur la feuille de route du numérique. Peut-être que, merci beaucoup pour la présentation, moi c'est peut-être l'aspect européen et interdépendant. On ne peut pas, on a parlé de la loi, le fait de légiférer. Sur la loi climat, il y a eu beaucoup d'amendements sur le numérique. On est totalement lié aussi à de la norme européenne et à une situation mondiale. On ne peut pas, nous, France, en général, décider totalement uniquement sur le territoire français de ce qu'on peut faire, tout simplement parce que on dépend, pour la norme notamment qui sort du ministère de l'Environnement, qui est totalement dépendante de ce qui se fait au niveau européen et pour le coup aussi au niveau mondial, puisque peut se jouer aussi à la clé notre isolement. D'où les injonctions contradictoires qu'on peut avoir, d'où la complexité aussi du phénomène. Donc je crois qu'il fallait aussi rattacher ça au fait qu'on n'est pas tout seul dans notre coin sur le sujet du numérique, comme sur le sujet, vous avez parlé du cas ou de l'affichage environnemental. Tous ces sujets-là sont quand même très très dépendants aussi de ce qui se fait en dehors de nos frontières. Et j'ajouterais à ça le fait que notre industrie numérique, on peut en être fier parce qu'on a déjà quelque chose, mais n'est pas équivalente à ce qu'on peut avoir dans d'autres régions du monde et que tout un tas de dispositifs, d'équipements qu'on peut utiliser, y compris le stockage des données, on est quand même dépendant de beaucoup d'autres pays. Donc notre capacité, et c'est une question un peu d'extranéité du droit, ça nous limite aussi. Et c'est pour ça que je parlais du cas de l'automobile. C'est vrai que c'était sans doute un peu plus simple. Il y avait une urgence pour l'automobile parce que c'est une grande part des émissions, mais bon, on a quand même les constructeurs chez nous, donc c'est un peu plus simple d'aller les voir. Sur le numérique, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc je pense que ça en fait partie aussi, et effectivement, il faut se mettre d'accord à 27. C'est pas simple. Bonsoir. Moi, je m'interrogeais beaucoup sur justement, quand on parle de l'évaluation environnementale, on a parlé de la difficulté à se mettre d'accord sur les mêmes bases de données, les mêmes comptabilités, etc. Moi, je m'interroge aussi sur justement, en fait, jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable d'évaluer. Il y a des choses qui ne se mesurent pas, je pense, ou en tout cas, on a énormément de mal. Je pense aussi, par exemple, par rapport à la biodiversité ces derniers temps, comme il y a eu donc, la
convention internationale sur la biodiversité, on s'est rendu compte qu'en fait, on pensait qu'on évaluait, on disait, bah voilà, il y a une baisse de la biodiversité ou l'augmentation de la biodiversité. En fait, à l'intérieur même, il y avait une grande pauvreté génétique qui faisait qu'en fait, cette diversité n'était pas celle qu'on imaginait dans les chiffres et qu'en fait, c'était bien plus complexe. Et donc, on se rend bien compte que quand même, il y a une limite dans l'explication auprès de Monsieur Tout-le-Monde, enfin des difficultés qu'on est censé, enfin de toutes les conséquences qu'on a. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour arriver à rendre ça explicite? Parce que de toute façon, évidemment, comme le disait Monsieur tout à l'heure, on a besoin de savoir pour pouvoir agir. Complètement. Alors, je pense qu'il y a quand même plusieurs niveaux, mais c'est une question qui est hyper importante, à laquelle je réfléchis tout le temps, et sans doute je suis un peu cyclotimique là-dessus, mais je pense qu'on a besoin de cette data, on en a parlé, c'est évident. On a besoin d'objectiver un certain nombre de choses. Et pour nous, pour moi, en fait, ceux qui travaillent sur ces questions d'évaluation, de toute façon, on a besoin de chiffres, on a besoin de ces méthodes. Maintenant, vous parliez du plus grand public. C'est là où j'ai une autre réflexion. Je me demande si effectivement, il faut aller jusque-là. Je peux vous renvoyer vers les travaux d'un juriste français que je trouve passionnant, qui s'appelle Alain Suppiot, et qui a fait tout un tas de cours au Collège de France sur ce qu'il appelait la gouvernance par les nombres. Et derrière cette notion de gouvernance par les nombres, ce qu'il expliquait, c'est que, historiquement, ce qui nous portait, qui était l'idéal de loi juste, a été complètement transformé par la régulation. On est passé de la réglementation à la régulation et de viser uniquement des chiffres. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un objectif pour la rupture écologique, c'est la neutralité carbone, mais entre nous, c'est quand même pas hyper sexy. Enfin, en termes de projet de société, moi, ça me fait pas vibrer, je comprends pas ce qu'il y a derrière, et je pense que pour le grand public, se dire ce qu'on vise collectivement, c'est génial, c'est la neutralité carbone, honnêtement, ça veut rien dire du tout. C'est pas un projet de société, la neutralité carbone. Ou se dire encore, on vise que 30% des terres soient préservées, ok, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Et je pense que c'est là où on a très grande difficulté, mais c'est une difficulté historique, c'est pas que dans le secteur de l'écologie, c'est qu'à un moment, il faut transformer tout ça en projet de société. Et on en revient à nos fameux projets de l'ADEME. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on vise comme vivre ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, de vivre dans un monde neutre en carbone? Bon, on ne me l'a toujours pas bien expliqué non plus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on s'éduque, etc. Là-dessus, on n'en sait rien. Donc je pense que ça va être ça aussi à un moment donné. On a besoin de cette data pour enclencher un certain nombre de choses, mais je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de cette data à tous les niveaux, et notamment pour entraîner le grand public. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de rentrer dans ce niveau de détail. Ce qu'on veut, c'est plutôt des projets de société. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, donc c'est bien placer le curseur. Merci Pierrick, c'est à la fois vertigineux et en même temps très pragmatique comme présentation. Merci mille fois de nous avoir donné de ton temps ce soir. On va se retrouver en 2023. Je pense que Guénaël va pouvoir nous expliquer ce qui se passe en 2023, même si on serait ravis, Pierrick, que tu puisses revenir nous voir pour d'autres moments sur le campus. Avec plaisir. Merci. Donc la prochaine conférence des lundis de la transition aura lieu le 6 février prochain à 19h et on diffusera un film et qui sera suivi d'un débat. Le documentaire plutôt s'appelle Why Do We Even Work, qui est un documentaire sur la quête de sens au travail, qui en fait sera à la suite d'un petit événement recrutement qu'on organise sur le campus, où en fait la quinzaine d'entreprises du campus fait un job dating et présente en fait toutes les offres d'emploi qui sont à pourvoir sur X-Campus. C'est le 6 février, donc plus d'informations à venir bientôt. Et peut-être qu'on va penser à renommer les lundis de la transition les lundis de la rupture, ou je sais pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Pierrick encore d'être venu ce soir. Merci.